Alors bonjour, bienvenue, on va tout de suite commencer. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler des séries temporelles et de la problématique de la prévision des séries temporelles. Et on va voir comment on peut l'aborder plus facilement. Mais d'abord, on va se présenter. Alors moi, je m'appelle Samé, je suis data scientist chez Exebia, Publicis Sapient, devenue Publicis Sapient. Et aujourd'hui, je travaille en mission chez Air France. On fait de la prédiction des pannes sur les avions. Et tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un talk sur une partie de ce projet, vers 15h20, au Grand Auditorium. Donc, si vous êtes intéressés, venez nous voir. Bonjour à tous, moi je m'appelle Vincent Villet, je suis également data scientist chez Exebia, en ce moment en mission chez WeSNCF au sein de l'équipe innovation. Alors, avec Vincent, on a récemment travaillé sur les séries temporelles et sur la prévision des séries temporelles. Et on s'est rendu compte que la problématique peut vite devenir laborieuse, surtout en termes de temps, pour monter en compétence sur le sujet, pour tester différents modèles et pour mettre en place ces modèles-là. Et du coup, nous, qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller un peu plus vite et faire les choses plus facilement? Et du coup, on avait testé deux outils, Facebook Prophet et DeepAir. Et aujourd'hui, on va vous présenter ces deux outils-là et on va aussi vous présenter un use case où on a appliqué ces deux outils. Mais d'abord, rapidement, c'est quoi les séries temporelles? Alors, les séries temporelles, c'est juste de la donnée qui est indexée dans le temps. Donc là, on a un exemple qui montre le nombre de passagers d'une compagnie aérienne par mois sur plusieurs années. Donc, dans une série temporelle, on va voir certains composants. On va par exemple avoir de la tendance. Là, on a une tendance à la hausse. On va pouvoir trouver aussi une certaine saisonnalité. On peut avoir du bruit. Et on va utiliser ces données-là pour entraîner des modèles et faire des prévisions dans le futur pour savoir comment ça va évoluer ma série temporelle. Aujourd'hui, la série temporelle, elle est partout. En fait, tout peut devenir série temporelle. On la trouve dans tous les domaines. En plus, avec l'arrivée de l'IoT, elle est de plus en plus, donc on en parle de plus en plus. Et surtout, au sein de l'entreprise aussi, ils sont souvent amenés à gérer plusieurs séries temporelles. Notamment, une entreprise, elle va devoir faire la prévision, par exemple, de son chiffre d'affaires, faire la prévision de ses stocks, de sa production, pour s'assurer qu'elle atteint les objectifs. Et donc, les prévisions de séries temporelles peuvent, dans certains cas, présenter certains challenges. Notamment, si l'entreprise a plusieurs modèles de séries temporelles à gérer, ça peut devenir très difficile à scaler. Aussi, il y a différentes approches pour faire de la prévision des séries temporelles. On a des approches statistiques, on a des approches plus machine learning classiques, des approches en deep learning. Et chaque approche, en fait, elle a des avantages, des inconvénients en termes de mise en place, temps d'entraînement, prédiction, interprétabilité des modèles. Donc, il faut faire le bon choix suivant la problématique dans laquelle on se retrouve. Aussi, moi, j'ai joué pas mal avec, par exemple, Arima. Je ne sais pas si vous avez testé. J'avais beaucoup de mal à trouver le P et le Q. Et j'ai mis beaucoup de temps à faire ça. Et il faut quand même avoir une certaine expertise mathématique sur les séries temporelles, ce qui est très rare aujourd'hui. Enfin, c'est une compétence qu'on peut trouver, mais pas très répandue dans les entreprises. Et donc, une entreprise a peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expertise, mais qui peut rapidement lui faire des prévisions sur des séries temporelles. C'est dans ce contexte-là qu'on va vous présenter ces outils, Facebook Prophet et DeepAir. Alors, commençons par Facebook Prophet. Facebook Prophet, c'est un outil qu'a développé Facebook, d'abord pour faire de la prévision sur ces séries temporelles en interne, et ensuite ils l'ont rendu open source. Donc la première version, elle est sortie en 2017. Aujourd'hui, on est à la version 0.5. Et la logique de cet outil, c'est de dire, vous avez un seul modèle générique que vous pouvez appliquer à n'importe quelle problématique de série temporelle. Donc un modèle, et vous pouvez appliquer vos séries temporelles, et on va bien prédire la série temporelle dans le futur. Aujourd'hui, c'est un outil qui est en open source. Ils ont sorti un papier en 2018 pour expliquer le modèle. Il y a deux packages, en Python et en R, sachant que derrière, en fait, c'est du Stan. C'est un langage d'inférence statistique qui est en C++, qui permet du coup d'avoir des performances super rapides en termes d'entraînement et de prédiction. Donc pour l'installer, on peut faire un simple pip install si on veut installer la version Python. Par contre, il faut d'abord installer Pystan qui peut des fois présenter quelques problématiques. C'est un projet aussi qui est en train de monter et d'avoir de plus en plus de visibilité sur la communauté, au sein de la communauté. Donc, Facebook Prophet s'applique sur des séries temporelles type business. Alors, c'est quoi? Ça veut dire c'est une série temporelle qui va quand même, ça fait
être affecté par des événements qui peuvent se produire dans le temps. Donc, qui va se présenter, par exemple, une tendance qui peut changer au cours du temps, qui va avoir une saisonnalité, qui va être affecté par des événements type les fêtes de fin d'année, les vacances scolaires, je sais pas, un événement qui se produit tel jour. Et donc, dans ce cas, Facebook Prophet va être plus efficace que dans d'autres cas où une série temporelle ne présente pas ces caractéristiques-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle, justement, c'est un modèle qui va traduire ces différentes composantes. En fait, c'est un modèle additif, c'est un régresseur, où on va sommer différents sous-modèles qui vont être associés à différentes composantes de la série temporelle. Donc, on va avoir au sein du modèle Prophet un sous-modèle pour le trend, donc tout ce qui est tendance, pour modéliser les variations linéaires. On va aussi avoir un modèle pour la saisonnalité, qui se base sur des séries de Fourier. On va avoir un autre modèle pour modéliser les effets des vacances sur le business, et une composante pour le bruit. C'est un modèle, en fait, la logique, c'est qu'il ne va pas apprendre les relations temporelles des composantes de la série temporelle, comme on peut trouver dans des modèles statistiques type ARIMA, mais plutôt il va apprendre la forme de la courbe et essayer de prédire ça dans le futur. L'API, ils ont fait en sorte que l'API soit très simple, très semblable à scikit-learn, ce que la plupart des data scientists ont déjà testé. Et du coup, c'est composé essentiellement d'une classe forecaster où on va instancier un modèle, le modèle Prophet. Le modèle Prophet peut prendre des paramètres. Donc là, il n'y a pas de paramètres, mais généralement, les paramètres sont très intuitifs. En effet, l'idée de Prophet, c'est vraiment de permettre à un data analyst, pas forcément un data scientist ou un expert des séries temporelles, de pouvoir faire des prévisions de séries temporelles rapidement et d'avoir des résultats qui sont quand même acceptables. Et donc, les paramètres vont être spécifiés s'il y a une saisonnalité annuelle, spécifiés s'il y a une saisonnalité par mois, spécifiés s'il y a des événements particuliers à prendre en compte, la liste des vacances. Et donc, une fois qu'on a spécifié tout ça dans mon modèle, on va appeler la fonction fit pour entraîner et ensuite predict pour prédire sur les dates futures. Alors, après cette présentation de Prophet, maintenant je vais vous parler un petit peu de DeepAR, qui est un autre algorithme de prédiction de séries temporelles développé par un géant du web, mais cette fois-ci Amazon. Le papier de DeepAR, qui est open source, a été publié en 2017 par Amazon. Il est open sourcé au sein du package GluonTS, qui est un package générique d'analyse de séries temporelles mis à disposition par Amazon et qui va contenir DeepAR, mais également d'autres algorithmes sur lesquels on ne s'attardera pas. L'installation est très simple, donc il n'y a pas besoin d'installer de librairie supplémentaire comme pour le cas de Prophet. Un pip install GluonTS suffit. Et l'algorithme est également disponible sur Amazon Forecast pour pouvoir faire des prédictions dans le cloud. Alors, la première caractéristique de DeepAR et la plus importante à avoir en tête, c'est la capacité de DeepAR d'entraîner un unique modèle pour tout un ensemble de time series qui sont reliées les unes aux autres. C'est utilisé en interne par Amazon pour faire de la prévision sur les ventes de produits. Et donc l'intérêt d'entraîner un unique modèle pour tous les produits, ça va être de faire bénéficier de l'expérience de l'ensemble des produits pour informer la prédiction sur chaque produit. Donc ça va permettre de faciliter par exemple la prédiction sur les nouveaux produits pour lesquels on a très peu d'événements dans le passé. Également, comme Prophet, DeepAR permet de modéliser de façon native les covariables. Ce qu'on appelle covariables, c'est des données qui sont déjà présentes dans le futur et qui vont permettre d'améliorer la prédiction. Par exemple, est-ce qu'on va avoir des jours fériés, est-ce qu'on va avoir des vacances ou bien d'autres éléments comme la météo. Et les prédictions ne sont pas faites comme des prédictions uniques, juste une valeur, mais des distributions de probabilités. Et donc, ça permet derrière de gérer le niveau de confiance qu'on a dans le modèle et ça peut être intéressant pour certaines applications métiers. Sous le capot, rapidement, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que DeepAR repose sur des réseaux de neurones récurrents, donc c'est du deep learning. Les neurones sont en l'occurrence des cellules de type LSTM. Et ensuite, DeepAR va ajouter deux éléments importants par-dessus les réseaux de neurones. Le premier, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'apprentissage d'une distribution de probabilités pour ne pas faire juste des prévisions de valeurs, mais tout le spectre de possibilités. Et le deuxième élément important que rajoute DeepAR,
c'est la capacité de gérer les échelles des différentes séries temporelles qui sont liées aux autres. Dans le cas des produits Amazon, par exemple, certes, l'expérience de chaque produit pourra bénéficier à celle de tous les autres, mais on a aussi des potentielles grandes disparités entre les produits, avec certains produits qui vont se vendre plus à une période que d'autres, ou bien des produits qui vont être très populaires et des produits qui sont moins populaires. Ça peut poser des problèmes à des modèles de machine learning qui vont devoir gérer des séries temporelles avec des échelles potentiellement très différentes. Et DeepR possède des heuristiques qui font tout ce travail pour vous de façon efficace. Au niveau de l'API, elle est légèrement plus complexe que celle de Prophet, mais on reste sur quelque chose de très simple à implémenter. On a donc l'objet DeepR Estimator auquel on donne quelques paramètres qui ont un sens métier simple, auquel on donne également un objet trainer qui va correspondre au réseau de neurones qui est utilisé. Et on va pouvoir personnaliser ce trainer à loisir. Là, je vous ai donné l'exemple du nombre d'époques et du learning rate, mais on peut également jouer sur le type de cellule, sur le nombre de couches, etc. Donc on a vraiment la main pour personnaliser le modèle de façon très poussée. Ensuite, les données, donc on doit pouvoir lui donner toute une liste de séries temporelles qui sont liées les unes aux autres. Ça se passe dans l'objet list dataset. On va donner pour chaque série un nom, sa date de départ, la fréquence qui doit être la même pour l'ensemble des séries. Et par contre, le modèle pourra gérer très bien les valeurs manquantes. Et dans le mot-clé target, on va lui donner les données en tant que telles. Ensuite, un simple estimator.train, et ça y est, vous avez entraîné votre premier modèle DeepR. Pour ce qui est de la prédiction, les données de test vont être formatées exactement de la même façon que les données d'entraînement. Et GluonTS fournit une fonction qui s'appelle Make Evaluation Prediction pour donner les résultats. Ce qui est important à noter dans cette fonction, c'est le mot-clé NumEvalSamples qui est ici mis à 100. Il s'agit de l'échantillonnage que va faire le modèle pour transformer les distributions de probabilité en valeurs réelles. Sinon, il va falloir quand même sortir des valeurs, mais quand on a juste des distributions, ça ne suffit pas pour faire une prédiction. Donc ici, le modèle va faire 100 essais. Les prédictions sont faites de proche en proche. Donc on utilise la prédiction à J+1 pour informer celle de J+2. Et on va faire 100 fois le parcours pour voir quels sont les parcours de prédiction qui sont faits le plus souvent. Et derrière, ça permet de donner des marges d'erreur. Maintenant, on va vous présenter ces deux modèles sur un cas d'usage concret. On a choisi des données open source de prédiction de consommation d'énergie dans les régions françaises. Donc on a des données heure par heure pour l'ensemble des régions françaises. Et là, on est dans un cas dans lequel DeepR pourra être intéressant parce qu'on voit que les séries temporelles se ressemblent quand même beaucoup les unes les autres. Et donc, potentiellement, l'expérience de chaque série temporelle pourrait bénéficier à toutes les autres pour avoir des performances de meilleure qualité. Donc vous avez la source des données et également le lien vers notre GitHub que vous pourrez utiliser pour voir comment les graphes ont été générés. Alors avec donc, les quelques lignes de code que je vous ai montrées tout à l'heure, on obtient très rapidement un résultat. Ici, il s'agit donc d'un modèle entraîné uniquement sur les données de l'Île-de-France, sur les données de 2017 et 2018 pour faire une prédiction de 2 semaines à partir du 1er janvier 2019. On voit que le modèle ne donne pas uniquement une prédiction, mais bien des marges de confiance. Ce qui est foncé en vert foncé, ça va correspondre aux points qui ont été choisis dans 50% des cas, et en vert plus clair dans 90% des cas. On voit que le modèle gère bien la saisonnalité à différentes échelles, à la fois à l'échelle de la journée, mais également de la semaine, ce qui n'est pas forcément évident pour tous les modèles de prévision. Et on a, avec très peu de travail, une performance qui est déjà tout à fait satisfaisante, avec 10% d'écart relatif. Maintenant, la même prédiction, mais cette fois en ayant donné au modèle l'ensemble des informations des autres régions, pour voir si ça améliore la prédiction pour l'Île-de-France. On voit que la différence n'est pas énorme, mais tout de même, on est passé de 10% à 8% d'écart relatif, et les intervalles de confiance sont un petit peu plus resserrés. Alors, on a fait la même expérience avec aussi Facebook Prophet. Donc, on a considéré juste les données de Île-de-France
Et on a entraîné le modèle sur 2 ans, 2017-2018, et ensuite on a prédit sur les 2 premières semaines de 2019. Donc on voit un peu des résultats comparables à celui de DeepAR. Donc on a un écart relatif de 7,6% en termes d'erreur. On voit aussi que Facebook Prophet, avec quelques lignes de code que je vous ai montré tout à l'heure, il a réussi à prendre la forme de la courbe globalement et à pouvoir prédire sur les 2 semaines de 2019. Alors là, par contre, Prophet, il est un plus stable en termes de résultats si on refait les mêmes expériences plusieurs fois avec les mêmes paramètres, donc on va aboutir aux mêmes résultats. Et on a par contre, ici, vous voyez, un intervalle de confiance qui est un peu plus large que celui de DeepAR. On a voulu aussi comparer Prophet par rapport à des approches statistiques classiques, type de modèles de la famille ARIMA. Alors d'abord, on a fait l'expérience en entraînant, on a pris 2 mois et on a entraîné Prophet sur 2 mois et ensuite on va prédire sur 2 semaines. Donc sur 2 mois, on a une série temporelle qui a une saisonnalité complexe. On a à la fois une saisonnalité par semaine, mais aussi par jour. Et on voit que Prophet, il a réussi quand même à prendre la forme de la courbe et à faire des prédictions avec un écart d'erreur de 5,8%. Par contre, avec Sarima, qui n'est pas un modèle fait pour traiter justement des saisonnalités complexes. En fait, il peut juste traiter une seule saisonnalité. Donc, on voit qu'il arrive à apprendre sur la saisonnalité par jour, mais par contre, la variation par exemple, de la saisonnalité par semaine, il n'arrive pas bien à la catcher. Et justement, il n'est pas en fait tout à fait adapté pour ce type de problématique. Il faut plus se mettre sur une série temporelle avec une saisonnalité plus simple. Pour avoir des modèles statistiques et traiter des saisonnalités complexes, il faut soit utiliser le terme SARIMAX, donc avec exogenous data, il faut rajouter des séries de Fourier dans ce terme complémentaire, ou alors passer à d'autres modèles type un lissage exponentiel, ou alors des modèles type TBATS qu'on ne va pas forcément détailler par la suite. Ensuite, j'ai fait une expérience, du coup, j'ai pris une série temporelle avec une saisonnalité plus simple, donc juste 1 mois, et on a prédit sur 3 jours. Et donc là, on voit que Sarima, il a quand même des performances un peu mieux globalement que Prophet, mais avec un intervalle de confiance plus élevé. Mais dans tous les cas, je ne suis pas forcément en train de dire que Sarima va performer mieux que Prophet avec une saisonnalité plus simple, mais surtout, je voulais focaliser sur le temps que j'ai mis justement pour mettre en place le modèle côté Sarima et côté Prophet pour les entraîner et pour faire les prédictions. Ça prend vraiment quelques minutes côté Prophet, alors que ça peut prendre quelques heures côté Sarima. Et si on est dans un cas où on veut rapidement avoir des prévisions qui sont globalement acceptables, Prophet, ce serait peut-être une première solution pour voir ses premiers résultats et ensuite passer sur d'autres modèles qui peuvent être un peu plus précis. Maintenant, on va vous parler rapidement des covariables. Donc, on vous l'a dit, à la fois Prophet et DeepAR peuvent améliorer les performances en prenant en compte des données dont on connaît déjà la valeur dans le futur. Ici, on s'est dit que pour la prédiction de consommation d'énergie, eh bien la température maximale journalière à Paris pouvait aider à informer nos modèles. Au niveau de l'API, pour DeepAR, l'ajout de covariables est extrêmement simple. Il suffit de rajouter à notre DeepAR estimator le mot-clé useFitDynamicReal. Et ensuite, au niveau des données d'entraînement, on va tout simplement lui mettre les covariables pour chacune des séries temporelles. Au niveau des résultats, alors, tout à l'heure, on a vu qu'on avait amélioré de 2% l'écart relatif moyen en donnant toutes les séries temporelles au modèle. Il faut savoir, malheureusement, que les modèles de DeepAR peuvent avoir une certaine instabilité. Par exemple, si on entraîne un modèle sur 50 époques et qu'ensuite on refait tourner exactement le même code, il pourrait y avoir pas mal de variabilité. On pourra revenir dessus plus en détail pendant les questions. Mais ici, on est quand même passé de 8% à 4,5% et on voit que la courbe fit vraiment très très bien. Donc le modèle a effectivement pris en compte la donnée de température et a largement amélioré ses prévisions. Alors pareil, on a fait la même expérience pour comparer par rapport à Prophet. Alors Prophet, si on veut rajouter des nouvelles covariables au modèle, alors ça se fait tout simplement en faisant un add régresseur. Donc on le rajoute comme un nouveau régresseur. Donc là, on a rajouté la température, c'était la température de Paris sur toute l'année. Et
en réentraînant le modèle et en refait les prédictions, donc on voit en fait qu'il a pris en compte cette covariable et que l'écart relatif moyen est de 6,3%. Ça s'est amélioré à peu près presque 1,5% par rapport au résultat de tout à l'heure. Alors pour conclure, on ne va pas vous promettre que vos résultats seront toujours meilleurs en utilisant Prophet et DeepAR par rapport à d'autres techniques comme ARIMA ou la création de votre propre réseau de neurones. En revanche, on espère vous avoir montré que l'intérêt de ces modèles est de nécessiter très peu de temps de développement et qu'ils donnent déjà des résultats qui sont tout à fait intéressants. Donc, à notre avis, en tout cas pour notre travail personnel, clairement, ça doit devenir un réflexe quand on a des séries temporelles, faire tourner Prophet, faire tourner DeepAR rapidement pour avoir une baseline avec des résultats qui peuvent parfois même suffire directement. Pour comparer les deux rapidement, en termes d'installation, on l'a déjà dit que Prophet nécessitait l'installation de la librairie Stan, qui peut être un peu complexe, donc plus difficile d'installer pour Prophet que pour DeepAR. Par contre, Prophet va avoir une documentation qui est plus riche, avec plus d'articles qui ont été écrits sur ces cas d'application, parce qu'il est open source depuis plus longtemps. Pour ce qui est de gérer des time series multiples, là, il n'y a pas photo entre les deux, car DeepAR est le seul algorithme à notre connaissance qui permet d'entraîner un seul modèle sur des séries temporelles reliées de façon satisfaisante. Les deux modèles vont pouvoir gérer des saisonnalités complexes à différentes échelles, journées, semaines, mois, et vont permettre d'utiliser des distributions de probabilités en sortie, ce qui est souvent quelque chose qui peut plaire au métier. Ensuite, côté interprétabilité du modèle et stabilité, Prophet va être plus simple d'utilisation que DeepAR, avoir des meilleures performances. Déjà, en termes d'interprétabilité, DeepAR, c'est des réseaux de neurones, du deep learning, donc un petit peu plus black box que les régresseurs de Prophet. De plus, avec Prophet, on va pouvoir isoler la contribution de la saisonnalité, des vacances et de la tendance. Donc ça va être plus facile d'expliquer pourquoi le modèle donne les résultats qu'il donne. Et en ce qui concerne la stabilité, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, pour DeepAR, si on refait tourner plusieurs fois le même code, donc entraîner un modèle avec un nombre d'époques données par exemple, par expérience dans les tests qu'on a fait, on pouvait avoir des performances qui variaient quand même pas mal. Sur l'exemple de la prédiction du 1er janvier sur 2 semaines, on pouvait avoir une variance des résultats qui allait jusqu'à 5% d'écart relatif de variance. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, bien sûr, on peut toujours améliorer les modèles, entraîner plus longuement, tuner les paramètres. Mais si vous testez DeepAR, gardez bien ça à l'esprit. Il faudra faire attention à la stabilité des modèles quand on réentraîne. Voilà, merci pour votre attention. Il nous reste quelques minutes pour les questions, si vous en avez. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Donc, je voulais savoir au niveau de l'interprétabilité sur les modèles Prophet, DeepAR et Sarima. Comment expliquez-vous que systématiquement, dans le cas de la prédiction de consommation d'énergie ou production d'énergie, comment expliquez-vous que c'est systématiquement en dessous des valeurs réelles pour les prédictions? En dessus? En dessous, oui. On voit que la première prédiction, elle est au-dessus et après, systématiquement, dans tous les modèles, c'est en dessous. Pour Prophet, par exemple? Prophet, Sarima, DeepAR. La première prédiction est au-dessus et après, ça passe en dessous. Alors pour Prophet, par exemple, la première, on voit qu'il y a toujours un petit écart au début. Justement, la prédiction, elle est au-dessus. Et après, elle arrive plus à converger vers la vraie courbe, on va dire. Parce qu'en fait, à court terme, justement, vu qu'il est en train d'apprendre la forme, donc au début, il y aura un grand gap d'erreur, mais après, il va plus converger vers la vraie courbe, vers la courbe, et va plus se rapprocher après de la courbe réelle. Voilà, et pour DeepAR, ça dépend des prédictions. Là, par exemple, quand on entraîne uniquement sur l'Île-de-France, on a plutôt tendance à être au-dessus. Ensuite, plutôt tendance à être en dessous. Donc, c'est pas plus l'un que l'autre. Non, mais quand on prend que les données de l'Île-de-France, on voit qu'on est largement au-dessus. Donc, il y a une grosse erreur.
Et quand on prend toutes les données en France, on est en dessous, on est plus précis, mais systématiquement en dessous. C'est systématiquement sous-évalué, quoi. Je pense que c'était juste par rapport à ce use case. C'est pas systématiquement tout le temps au-dessus et après au-dessous. Mais juste par rapport à ces données-là, ça donnait ça. Mais on avait testé sur d'autres données. Par exemple, ça peut varier au-dessous et au-dessus pour les prédictions. Avec un écart d'erreur de 8% dans ce cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci. Vous avez parlé de performance relative. À quoi on peut s'attendre en matière de performance absolue? J'ose rêver de temps réel, mais on n'y est pas, je pense. En temps réel? De temps réel pour les calculs? Ou quasi, hein, on s'entend. Excusez-moi, vous voulez dire si on l'applique en temps réel, à quoi on peut s'attendre? Non, est-ce qu'on peut obtenir des prévisions, alors peut-être pas en temps réel, mais dans quel temps, justement, dans l'absolu? Le temps d'entraînement? Ouais, non, de prédiction. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est combien de temps il met pour faire de la prédiction? C'est ça. Alors, sur Prophet, c'est très rapide. Là, sur le use case, pour entraîner sur 2 ans et ensuite prédire sur 2 semaines, c'est vraiment de l'ordre. Pour entraîner sur 2 ans, c'est de l'ordre de quelques minutes. Ça a pris 2-3 minutes et ensuite pour prédire, ça a pris 1,2 secondes. Donc, c'est très rapide. DeepAR, peut-être tu peux donner plus de détails. Oui, alors pour DeepAR, là j'ai fait des entraînements avec 300 époques. Et chaque époque prenait une trentaine, quarantaine de secondes. Donc on reste sur un entraînement qui est dans un laps de temps raisonnable. Et la prédiction était beaucoup plus rapide, même s'il y a un échantillonnage de 100 essais à faire pour avoir les distributions, ça prenait 1 à 2 secondes au maximum. Du coup, ma question, c'était sur la partie covariable avec la température. Est-ce que vous avez utilisé des données a posteriori de température ou des données de prédiction de température? Alors, bonne question. Effectivement, les covariables, c'est des données pour lesquelles on connaît déjà le futur. Et effectivement, on a un peu triché, on a pris un historique de température exact. Pour un vrai cas métier, il aurait fallu avoir l'historique des prédictions de température, parce qu'effectivement, là, on n'avait pas les écarts de performance liés à la performance de la météo. Notamment par exemple pour Prophet, pour faire la prédiction après, donc on doit constituer un dataset où on liste les dates sur lesquelles on veut prédire, et pour la température, on donne aussi pour ces dates ces valeurs de température. Je les prends en compte. Ok, merci à tous. Bonne journée. Si Merci. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir.